Bonjour à tous, je suis ravie d'être dans cette très belle ville de Rennes. Moi qui suis du nord de la France, on a quelques points communs entre le nord et la Bretagne. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de commerce et réfléchir au commerce de demain, sachant que j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « Comment réinventer le commerce après le digital, après l'omnicanal ». Après le digital, qu'est-ce qui va se passer au niveau du commerce? Et l'idée, c'est de réfléchir sur ces sujets, que ce soit en B2C ou en B2B, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens du B2B imitent ce qui s'est fait en B2C, sont à la recherche de ce qui se passe dans le retail, et donc ça concerne les deux types de consommateurs, les deux types de clients, que ce soit des clients particuliers ou des clients professionnels. Voilà, donc on va essayer de réfléchir ensemble à ce que pourrait être le commerce de demain, sachant que c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis un certain temps. J'ai des doctorants qui travaillent là-dessus, et donc c'est des problématiques évidemment majeures. Alors, avant toute chose, voilà une petite présentation. Bonjour à tous, merci Régine. Donc, nous, on est ravis d'être partenaires produit en Bretagne à un réseau qui s'appelle la Braise Marketing Academy. On est ravis d'être partenaire de cette masterclass aujourd'hui. Juste pour dire un petit mot et pas empiéter sur le temps de Régine, Braise Marketing Academy, c'est un réseau pour les marketeurs et les communicants, que vous soyez membre ou non de Produits en Bretagne. Ce sont des rencontres locales et régionales, environ une demi-douzaine par an sur tout le territoire breton. Donc, non, voilà, on n'empiète pas sur la masterclass, mais l'idée, vous avez des petits QR codes à flasher si vous voulez en savoir plus. En tout cas, on est à votre disposition sur le stand également, derrière le bar café. Bonne journée à tous et merci beaucoup. Merci Sarah. Voilà. Du coup, non, c'est bon ? Voilà, donc les slides qui sont... Voilà, comment imaginer le commerce de demain? Alors, premier constat, moi je fais un premier constat qui est de dire c'est la fin de la révolution digitale. Clairement, pour moi, on est en train de passer à autre chose. La révolution digitale est terminée et on va passer dans une autre phase que j'ai qualifiée d'ère post-digitale. Alors pourquoi on va passer dans une ère post-digitale? On est en train de passer dans cette ère post-digitale. J'aime bien faire une comparaison entre ce qui s'est passé depuis 20 ans et ce qui s'est passé au début du siècle dernier, dans les années 1900. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui exerçait fascination et crainte il y a 120 ans, c'était l'électricité. À l'époque, l'électricité exerçait fascination et crainte et les gens, effectivement, étaient obnubilés par l'électricité. Aujourd'hui, on est en train de voir exactement la même chose avec le digital. C'est-à-dire que si le digital a exercé fascination et crainte, on ne savait pas où ça allait nous mener, on ne savait pas ce que ça allait donner, aujourd'hui, le digital est en train de rentrer dans notre quotidien et il y a une forme d'invisibilisation du digital qui est partout sans même qu'on se rende compte qu'il est là. Au niveau de l'électricité, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui me disait « je vais utiliser de l'électricité pour utiliser mon grille-pain ». C'est-à-dire que l'électricité est partout, elle est invisible, c'est une évidence. On est clairement en train de passer dans cette post-digitalisation où l'Internet sera partout, ça sera une évidence et ça sera incrusté dans notre quotidien. Et c'est cette nouvelle phase post-digitale auquel il faut penser aujourd'hui. Alors, hop. Alors la question qui se pose, c'est mais c'était quoi la révolution digitale? On est en 2024, quasiment 2025. Si vous deviez vous retourner sur ce qui s'est passé depuis 25 ans, c'était quoi cette révolution digitale? Que s'est-il passé? Je vous rappelle que les entreprises ont été en panique, sont encore un petit peu en panique sur la transformation digitale, mais la transformation digitale a été extrêmement lente et on n'est pas arrivé aux objectifs rapidement. Pourquoi est-ce que cette révolution digitale a été si compliquée? Parce qu'on n'a pas forcément compris ce qui se passait. Aujourd'hui, on peut le comprendre parce qu'on a 25 ans derrière nous. Alors, qu'est-ce que c'était la révolution digitale? Alors, j'ai une question, est-ce que la révolution digitale, c'était la création d'un nouveau monde, un monde digital parallèle au monde réel? Est-ce que c'est ça, cette révolution ou pas?
Pour vous répondre, j'aimerais vous raconter une anecdote que j'aime bien raconter. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Alors la photo est peut-être un petit peu floue, c'est pas fait exprès, mais je ne sais pas si cette ville vous dit quelque chose. Non, c'est la jolie ville de Bourges, donc très jolie ville. Il y a quelque temps, je devais aller faire une intervention dans la ville de Bourges et je devais réserver un hôtel. Je ne connaissais personne. J'ai demandé à une personne que je connaissais à peine un numéro d'hôtel. J'appelle l'hôtel, je réserve et puis j'oublie. Très bien. Un mois plus tard, j'arrive à Bourges pour mon intervention, donc j'arrive en train. J'arrive à Bourges, il est 22h30. Là, il y a un taxi qui m'emmène et qui m'emmène dans l'hôtel que j'avais réservé un mois plus tôt. Cet hôtel m'emmène dans un centre-ville qui, à 22h30, est complètement désert, où il n'y a plus de lumière, et il m'emmène dans des ruelles de plus en plus étroites pour enfin arriver devant un endroit, et il me dit « c'est là ». Et là, je découvre une double porte cochère décrépite dans une rue absolument noire. Il prend ma valise et il me laisse devant cette porte cochère. Je ne suis pas stressée, mais je me suis dit j'aurais peut-être dû dire aux gens où je suis, parce que je ne l'avais dit à personne. Et ça continue, c'est-à-dire l'histoire continue. Là, il y a une cloche à l'ancienne. Donc je suis avec ma cloche à l'ancienne. Et puis pareil, s'ouvre, comme dans les choses de sorcière, arrive une personne que je vois à peine avec une torche. Et ça continue, la personne m'emmène effectivement dans des couloirs, et enfin, j'arrive dans ma chambre. Et là, que s'est-il passé ? Je ne suis pas morte, c'est déjà la première chose. Là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Là, j'ai découvert une chambre de princesse. Ça a été dingue. J'ai eu une émotion terrible avec une chambre de princesse que je découvrais. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça. Il est très clair que cette chambre de princesse qui m'a fait un effet incroyable, c'était parce que je la découvrais pour la première fois. Il est très clair que si j'avais été sur Internet avant, je n'aurais absolument pas eu cet effet que j'ai eu là, cet effet d'émotion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je considère qu'aujourd'hui, Internet, ce n'est pas juste un monde digital, mais c'est la manière dont ce monde digital va transformer notre vécu dans le monde physique. Et la transformation est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit de manière très différente dans le monde physique quand on est allé sur Internet avant. Donc ce que j'ai envie de dire, quand vous allez sur Internet avant de vivre votre expérience dans la sphère physique, eh bien vous allez vivre beaucoup moins intensément dans la sphère physique. Dit autrement, quand vous vivez les choses deux fois, vous découvrez d'abord votre chambre d'hôtel, vous découvrez d'abord votre hôtel sur Internet, puis ensuite vous la voyez en vrai, eh bien vous avez une aseptisation de votre vécu dans la sphère physique qui fait qu'on appauvrit tout ce qu'on va vivre dans la sphère physique. Alors ça, c'est des enjeux qui sont évidemment énormes pour le commerce. C'est face à une aseptisation du monde physique fait par le fait qu'on vit deux fois les choses, une fois dans le monde virtuel et une fois dans le monde réel, et donc une aseptisation du monde. Qu'est-ce que je peux faire moi pour recréer la richesse ? Quelqu'un me disait, bah oui, en fait, je me suis rendu compte que quand je voyageais, j'avais plus d'effet waouh et ce que vous me dites me parle. Je dis, ouais, mais vous préparez vos voyages. Elle me dit, on prépare énormément notre voyage, qui fait que quand on arrive dans des endroits, on va très très vite parce qu'on l'a déjà vu. Donc ça veut dire que demain, le monde du commerce, et c'est ce qui se passe dans le monde du tourisme, parfois dans le monde du tourisme, on va dire aux gens, vous allez pouvoir réserver un 3 étoiles ou un 4 étoiles, mais vous ne pourrez pas le visiter virtuellement. On veut recréer de l'émotion, on veut recréer de la surprise. Et je vous rappelle que le commerce, c'est l'émotion, c'est la surprise. Et donc ça veut dire qu'il va falloir réinventer tout ça. Donc premier élément, une aseptisation du monde réel qu'il va falloir travailler autrement. Voilà. Et effectivement, pour moi, l'enjeu, il est là, il est énorme. La révolution digitale, ce n'est pas la création d'un nouveau monde digital parallèle au monde réel, c'est l'imbrication entre deux mondes. D'accord ? On était intervenu aussi pour une entreprise qui vend des instruments de musique, rue de Rome, à Paris. La question qui se posait, ils se disaient, je me rends compte que les guitaristes commencent leur parcours d'achat online, donc ils vont rechercher de l'information sur Internet. Donc je suis obligée de créer un site Internet parce que sinon, je ne vais pas prendre le futur client en amont, au moment où il fait sa recherche de guitare ou au moment où il regarde les guitares. Donc ce magasin situé rue de Rome avait décidé à un moment donné d'implanter un site Internet. Et il s'était dit, j'ai implanté un site Internet, c'est terminé, j'ai fini ma révolution digitale. Pas du tout.
Que s'est-il passé? Effectivement, il avait conçu un site internet qui était extrêmement beau, qui était très joli, très design. Les guitaristes professionnels ou amateurs allaient sur ce site, découvraient le magasin et se disaient je vais effectivement aller dans la boutique qui est située à côté de la gare. Ils allaient dans la boutique et là, on avait une grosse déception. La grosse déception, c'était quoi? C'est que la boutique n'avait pas changé. Elle était restée poussiéreuse, elle était restée comme avant, alors même que la création d'un site internet générait une projection d'image avec un attendu dans l'espace physique. Ça veut dire que mettre en place une stratégie digitale, ce n'est pas juste mettre du digital dans sa stratégie, mais c'est réinventer aussi les autres canaux et touchpoint. Donc c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité et c'est évidemment quelque chose de très important. Et c'est pour ça que la révolution digitale, y compris les grands de la distribution, que ce soit des Carrefour, que ce soit peu importe, ont oublié de se dire attention, ça nous oblige à réinventer nos autres canaux de distribution. Voilà, alors ce que je disais tout à l'heure, voilà, je l'ai dit, quand on vit les choses deux fois, on les vit moins intensément. Peut-être vous êtes-vous rendu compte quand vous voyagez, que vous allez dans un Airbnb, vous allez à l'endroit, l'endroit est sublime et vous oubliez de le dire parce qu'il est juste conforme à ce que vous avez vu sur Internet. Donc on a une aseptisation du monde réel. Ça veut dire aussi que non seulement Internet va aseptiser le monde réel, mais va transformer notre perception du monde. Très clairement, si je suis allée sur Internet avant d'aller en magasin, ma perception du magasin ne va pas être du tout la même que si je ne suis pas allée sur Internet avant. Aujourd'hui, on sait qu'on a 78% des consommateurs qui commencent leur parcours d'achat en ligne avant d'aller en magasin physique. Et donc, ils ont une perception, un comportement, une attitude en magasin extrêmement différente d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mince, j'ai appuyé sur un bouton où il ne fallait pas appuyer. Bon, je vais continuer. Alors, dans le commerce, on a une mutation profonde des clients. Ce que je vous disais, en fait, la question, c'est comment on peut appliquer ça dans le commerce. Très clairement, on s'est beaucoup intéressé à savoir un client qui a commencé son parcours d'achat en ligne, qui va sur votre site Internet et qui arrive en magasin, ou qui est allé sur un site Internet et qui va rencontrer les commerciaux, si vous êtes en B2B, ne va pas du tout avoir les mêmes attentes, ne va pas du tout avoir le même comportement, ne va pas du tout avoir la même psychologie qu'un consommateur qui n'a pas commencé son parcours d'achat en ligne. Or, on continue d'enseigner, on continue de former, on continue d'agir comme si le client n'avait pas commencé une partie de son parcours en ligne avant la rencontre avec les commerciaux ou avant la rencontre avec les vendeurs en magasin. Donc on a une mutation qui est profonde. J'aime bien dire les clients ont plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles. C'est une mutation qu'on n'a pas encore suffisamment intégrée. Alors, l'omnicanal, effectivement, au-delà du digital, on a observé qu'on avait une multiplication des canaux de distribution. Vous avez dû voir pendant la période Covid-19, effectivement, il y avait plein de nouveaux canaux de distribution qui étaient proposés. Ces canaux de distribution, ça pouvait être du live shopping, ça pouvait être des camions. Moi, je crois depuis très très longtemps au retour du camion comme canal de distribution, comme touchpoint dans un parcours client. Bien sûr, ça sera un canal connecté, un camion connecté, un camion responsable. On peut réinventer. Il y a d'autres touchpoints qui sont apparus. On a vu évidemment l'accélération du click and collect. On a eu le quick commerce. Vous avez dû voir le quick commerce qui aujourd'hui n'existe plus ou très peu. Donc on a eu de nouveaux touchpoints. Et la question qui se pose pour vous demain, c'est qu'est-ce que je vais prendre comme touchpoint dans mon dispositif de vente, dans mon dispositif commercial. Alors, si vous proposez plusieurs touchpoints, donc les plus habituels, c'est le site internet et le magasin, la majorité des consultants vont vous dire, vous proposez un site internet et un magasin, le client va d'abord aller sur le site internet, il va regarder les produits, il va comparer les offres, puis il va arriver en magasin. La plupart des consultants vous disent, il va falloir créer de la fluidité. Ah oui, va-t-il vraiment falloir créer de la fluidité ? J'ai vécu 2 expériences à 2 ans de différence avec une même marque que vous connaissez bien, qui s'appelle Apple. La première classique, je commence mon parcours en ligne, je recherche les produits, je compare les produits, j'arrive en magasin, j'échange avec le vendeur, j'achète mon produit. La seconde, 2 ans plus tard, je l'ai vécue de la même manière, sauf qu'elle a été ultra fluide. Ultra fluide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai aucun souvenir de cette expérience.
Moi, j'ai une question. À force d'être fluide, n'avez-vous pas peur de devenir liquide? La question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille l'expérience client, on vous dit qu'il faut manager l'expérience client. Ben moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas l'expérience client, c'est le souvenir de l'expérience client. C'est-à-dire que si dans mon parcours omnicanal, il ne se passe rien tellement c'est fluide, je ne me souviendrai plus de cette histoire, je ne me souviendrai plus de ce qui s'est passé, et donc bien évidemment, je n'aurai pas une image de marque qui va s'enrichir. À l'inverse, si je suis capable de mettre des petits cailloux, de faire des petites choses un petit peu différentes, donc toujours la créativité, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour ça, au contraire, et surtout bien sûr l'humain. Il y a des recherches qui ont montré que dans un magasin, dans un parcours, ce que l'on retient, c'est l'interaction humaine et tous les autres dispositifs sont quasiment oubliés. Donc ça veut dire que face à cette liquidité du parcours client, liquéfication, trop de fluidité, il va falloir peut-être remettre des grumeaux. Remettre des grumeaux, c'est de se dire que cette mousse au chocolat, c'est une mousse au chocolat. Oh, c'est pas facile à dire ça. Une mousse au chocolat que vous avez faite pour la personne, qui est authentique, qui est vraie, et c'est pas une mousse industrielle. Donc on va devoir effectivement réinventer tout ce commerce en dehors des chantiers battus. Alors l'omnicanal, c'est aussi, je surveille l'heure parce que j'ai pas. L'omnicanal, c'est aussi la présence des écrans. Alors on le voit tous. Alors la question qui se pose, c'est qu'on passe des heures à surfer sur des écrans froids et sans âme. Il est clair qu'un client qui décide d'aller dans un magasin, un client qui décide d'aller voir des commerciaux en B2B, il est fort possible qu'il recherche autre chose que de surfer. Et donc on va rechercher de l'humanité en magasin. Décidément, aujourd'hui, voilà, on va rechercher des choses en magasin. Alors on a donné la naissance à un commerce que l'on a qualifié d'Atawad. Est-ce que vous connaissez ce jargon ? Alors, Atawad, ça veut dire anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client peut acheter anytime à n'importe quel moment, n'importe où, et sur n'importe quel device. On nous dit que ce commerce Atawad, le fait de pouvoir acheter comme on veut, dans les transports, dans le métro, à la maison, comme on veut, quand on veut, ça va générer la liberté client. Est-ce que ça génère vraiment la liberté ou pas ? Quelles sont les conséquences de ce commerce Atawad? Et là, il y a beaucoup de choses également à voir. J'aime bien moi aussi parler de gloutonnerie marchande. Effectivement, ce commerce Atawad fait qu'aujourd'hui, on peut acheter de n'importe où, n'importe quand, comme on veut, et on est dans une logique de commerce, de gloutonnerie marchande, qui peut-être va devenir vulgaire, j'en sais rien. En tout cas, j'aime bien faire le parallèle entre Amazon et Carrefour dans les années 60. Carrefour, dans les années 60, ça faisait rêver. Oui, ça faisait rêver Carrefour. C'était la liberté, on avait accès aux marchandises, c'était du libre service. Aujourd'hui, j'ai encore jamais personne entendu dire « Tiens, je me suis acheté une petite robe chez Carrefour ». Ça veut dire que la marque, effectivement, face au concept, a vieilli. Et je me pose la question pour Amazon. Est-ce qu'Amazon, à force de tout vendre sous le même toit, avec une forme de gloutonnerie marchande, ne va pas à un moment donné, au moment où tout le monde sera capable d'être aussi fluide, enfin, d'être aussi efficace sur le site internet, ne va pas avoir une image de marque qui sera finalement très appauvrie. Je ne suis pas très claire, je suis désolée, mais voilà, vous m'avez compris, j'espère. Donc la question qui se pose, c'est que les gens attendent autre chose. Si je peux avoir tout sur un seul clic, eh ben, on va rechercher autre chose. Alors, le monde marchand à portée de main. Alors, la réflexion, du coup, c'était quelles conséquences pour le commerce, pour les relations avec vos clients, de tout ce qu'on vient de voir. Quelles sont les principales conséquences? Et j'aimerais réfléchir à plusieurs conséquences que l'on pourrait voir. La première conséquence, ça serait remettre de la surprise dans le parcours client. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je commence mon parcours online et que j'arrive offline, j'ai un monde offline qui est aseptisé. Comment remettre de la surprise, comment remettre de l'émotion dans un monde physique qui est aseptisé? Et là, vous avez dû voir que Lidl est très fort pour ça. Lidl, par exemple, va mettre un îlot de surprise, des choses auxquelles on ne s'attend pas, et va recréer de la surprise dans le monde physique. Comment vous pouvez recréer de la surprise dans le monde physique? Comment vous pouvez proposer en magasin des produits, des choses, des surprises que l'on ne voit pas sur Internet, qui fait que le client sera
aura envie de faire l'effort de se déplacer, qui fera qu'il y a de la surprise. Et demain, de manière plus générale, comment peut-on réinventer un monde marchand qui soit différent du monde marchand physique, qui soit différent du monde sur Internet. La deuxième chose, c'est de se poser la question, effectivement, de l'humain. Alors l'humain, je peux vous en parler des heures. L'humain, c'est un élément fondamental dans le parcours client. Est-ce que vous avez déjà vu des vendeurs chez Boulanger, chez Darty, chez Leroy Merlin? Leur vie est compliquée. Leur vie est compliquée aujourd'hui, très compliquée. Pourquoi leur vie est compliquée? Il a face à lui quelqu'un qui a surfé pendant des heures sur des produits. Des gens qui sont en situation parfois d'infobésité. Vous allez me dire, il a en face de lui des sachants. Non. Moi, je vais vous dire, il a en face de lui parfois des pensants savoir. Et ces pensants savoir sont particulièrement difficiles à gérer. Donc, comment travailler pour accueillir un client qui, s'il se déplace, est en attente d'humanité ou peut être en attente d'humanité, sans créer de l'irritation client? Aujourd'hui, les vendeurs continuent d'agir comme ils le faisaient dans le passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients, quand on leur parle d'un magasin, ils disent que c'est important, le vendeur. Pour eux, le vendeur est important, mais ils sont souvent irrités par le vendeur. Alors, est-ce que vous avez une idée pourquoi? Il y a plein de raisons, je ne peux pas vous en parler. Voilà, j'ai écrit un ouvrage rien que là-dessus, quasiment. Pourquoi le métier de vendeur est complètement à réinventer? D'abord, le vendeur, il est fondamental, mais pourtant, aujourd'hui, le métier tel qu'il est proposé ne correspond pas du tout à la psychologie, aux attentes des clients. Est-ce que vous pourriez me donner une idée ou deux idées de pourquoi il faut réinventer le métier de vendeur, que ce soit en B2C ou que ce soit en B2B? C'est exactement ce qu'on observe en B2B aujourd'hui, c'est ce qu'on a observé en B2C avant. Alors s'intéresser à lui, ça marche à tous les coups. Effectivement, continuer de s'intéresser à lui. Et s'intéresser à lui, c'est se rendre compte qu'il n'est plus du tout comme avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client a déjà fait une partie de son parcours tout seul. Et quand il arrive en magasin ou face aux commerciaux en B2B, bien évidemment, on va devoir non plus l'obliger à refaire le parcours, ce que font la majorité des consommateurs, des vendeurs, mais au contraire, détecter à quel endroit il s'est arrêté pour pouvoir poursuivre le parcours ensemble en créant de la valeur. Et créer de la valeur, il y a plein d'éléments clés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je rencontre des clients qui sont extrêmement irrités dans ce commerce qui n'a pas su se réinventer, dans ce commerce physique, parce que les vendeurs n'ont pas su se réinventer. L'humain, c'est quoi? L'humain, c'est peut-être aussi de nouvelles formes de vente. Alors en B2B, c'est pratiqué depuis des années, mais en B2C, ça peut être... Alors il y a un de mes doctorants qui a soutenu une thèse en Sorbonne sur ce qu'on appelle la vente en côte à côte. Jusqu'à présent, vous étiez sur une vente en face à face. À un moment donné, il peut y avoir de nouvelles formes de vente en côte à côte où là, on se met ensemble autour d'un écran parce que j'ai détecté que la personne, à un moment donné, dans le rituel, peut venir avec moi derrière cet écran. Et là, on va naviguer virtuellement ensemble. Mais attention, on ne navigue pas ensemble avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ne serait-ce que pourquoi? Si j'invite quelqu'un à venir à côté de moi, quel est l'élément psychologique qui existe si je dis à la personne « venez à côté de moi » ? Ça, c'est la distance de l'intimité. Donc, c'est l'effet ascenseur. Je fais rentrer quelqu'un dans ma distance d'intimité et donc ça crée une sensation de mal-être. Donc, ça veut dire que si je décide de faire une vente en côte à côte, ça veut dire que d'abord, il y a tout un rituel qui a lieu dans le monde physique. On va d'abord échanger dans le monde physique et peut-être à un moment, je vais détecter qu'il y a une opportunité pour passer de la vente en face à face à la vente en côte à côte. Et là, la vente en côte à côte pourra générer connivence, pourra générer complicité et surtout, l'écran peut nous permettre de faire plein de choses. Donc, ça veut dire que le commerce va se réinventer complètement en remettant de l'humanité. Je surveille l'heure parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler. Il y a également quelque chose qui me paraît intéressant. Alors, je parle beaucoup d'humains. Est-ce que vous avez vu le nombre de gens qui sourient à leur portable? Est-ce que vous avez vu le nombre de gens qui font des sourires à leur portable, quoi? Moi, à une époque, je disais que j'étais chasseuse de sourires
Je regardais les sourires dans les transports, dans les métros, il n'y a plus de gens qui sourient, sauf ils sourient à leur portable. Et à un moment donné, c'était devenu une habitude. Je regardais tous les gens qui souriaient à leur portable et je m'étais à ce moment-là rendu compte que c'était incroyable, quoi. Il y avait des sourires magnifiques. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est très clair. C'est qu'il a été démontré par une recherche que quelqu'un qui envoyait un message, la personne souriait, la personne qui a envoyé le message ne voit pas le visage de la personne. Et ces expériences se multiplient. Et on a constaté qu'aujourd'hui, les gens étaient de moins en moins capables de détecter les émotions sur le visage de l'autre parce que la conversation était interfacée par un écran. Donc je ne vois pas ce qui se passe sur le visage de l'autre quand je lui envoie un message. Je perds donc cette capacité à décrypter les émotions. Je vous rappelle que cette capacité à décrypter les émotions, c'est ce qu'on apprend quand on est bébé avec sa maman, et qu'aujourd'hui l'humain est en train de perdre cette capacité à décrypter les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être demain, je ne vais pas vous dire que les vendeurs vont apprendre et vont travailler avec l'intelligence artificielle, mais je vais vous dire que peut-être demain, les formations de demain, ça sera de réapprendre aux vendeurs à décrypter les émotions sur le visage de leurs clients, puisqu'on sait très bien que ce qui fait un bon commercial, ce qui fait un bon vendeur, c'est évidemment cette capacité à décrypter les émotions sur le visage du client. Alors de manière générale, sachez, il doit me rester quelques minutes, donc on a beaucoup écrit là-dessus, c'est qu'un client qui a commencé ce qu'on appelle du web rooming, le web rooming c'est commencer son parcours d'achat sur votre site internet et arriver en magasin, eh bien le client ne va pas avoir le même comportement, ne va pas avoir le même parcours, ne va pas avoir la même psychologie, ni la même relation avec le vendeur. Avec le vendeur, on a des clients qui vont défier les vendeurs sur leur propre terrain de compétences. On a des comportements dans les points de vente qui sont très différents. Je vous invite à observer et faire une introspection pour vous dire comment j'agis quand je suis allée sur Internet avant d'aller en boutique. Vous avez beaucoup de parcours beaucoup plus linéaires. Vous êtes beaucoup moins dans la découverte, vous êtes beaucoup moins dans l'émotion et vous êtes beaucoup plus dans la rationalisation. Donc le commerce de demain, c'est d'être capable de réinventer votre commerce pour s'adapter à ces nouveaux clients connectés en essayant de comprendre leur psychologie, leur comportement et leurs attentes, que ce soit au travers de ce que vous leur proposez au niveau du merchandising, de leur offre, de la rencontre avec les vendeurs. Et en B2B, on a la même problématique. Alors du coup, je n'ai pas trop développé la problématique en B2B, mais en B2B, on a évidemment la même problématique de se dire comment un commercial B2B peut-il accueillir un client qui a commencé son parcours online, bien évidemment, pendant l'entretien de vente, pendant la première partie, on va aller beaucoup plus vite sur la présentation de l'entreprise, on va aller beaucoup plus vite sur la présentation des produits et il va falloir surtout pas répéter des choses que le client a déjà vues sur Internet parce que les études le montrent, ça l'irrite. Ça veut dire que vous devez être capable de prévoir des choses, vous avez créé de la valeur qui sera différente de ce qu'il a déjà vu sur Internet. Donc c'est un monde du marketing à réinventer. Qu'est-ce que je peux proposer de différent et sortir de l'aseptisation finalement du monde virtuel. Voilà, très très rapidement, il doit être à peu près 9h09, donc ça doit être à peu près la demi-heure qui m'était impartie. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce qu'il y a des questions ou des retours ? Oui. Je répète, bonjour. Est-ce que vous avez des exemples de marques ou d'entreprises qui ont réussi à créer justement ces aspérités, que ce soit en France ou à l'étranger, pour justement bien différencier les expériences dans l'omnicanalité ? Alors, est-ce qu'il y a véritablement des propositions ? Alors, on sait que Leroy Merlin est plutôt bon par rapport à l'humain quand il y en a. C'est le problème, c'est qu'effectivement, il y a l'humain, que Leroy Merlin a implanté des caisses automatiques. Alors ça a été une vraie surprise pour moi parce qu'en échangeant avec le directeur marketing, il m'avait dit à une époque, la caissière, parce que j'étais étonnée de voir les caissières aussi souriantes. Je dis, c'est dingue, tes caissières, elles sont vraiment souriantes. Et il m'avait répondu très justement, c'est le dernier touch point, les caissières, et donc elles sont extrêmement importantes pour créer du souvenir client. Donc on a effectivement cette création de souvenirs, néanmoins ils ont quand même effectivement ultra fluidifié en proposant des caisses. Donc oui, aujourd'hui, c'est un peu étonnant, mais je trouve que l'une des enseignes qui s'en sort le mieux par rapport à ça, qui est
qui au niveau marketing est excellente en ce moment, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, Lidl qui est capable de créer des îlots de surprise. Comment créer des îlots de surprise, que vous soyez en B2B ou en B2C? Comment recréer de la surprise, hein? C'est y mettre des îlots de surprise, c'est peut-être théâtraliser autrement. Vous aurez d'autres problématiques. La question, c'est est-ce que votre site internet doit être exactement le même que votre magasin? Non, probablement. Si vous faites exactement la même chose, eh bien, le client ne va pas se déplacer ou va être déçu et ne se déplacera plus. L'humain est un élément extrêmement important. Donc, on va remettre de l'humain dans un parcours client parce que c'est ce qui va faire la différence face à un univers digital et ultra fluide. C'est bien évidemment remettre de l'humain. Alors après, on voit des petites boutiques qui commencent à exister, qui peuvent être des boutiques éphémères. On va créer des choses, donc on voit les produits vont être uniques, donc on va y mettre peut-être des produits uniques. Bien évidemment, on pourrait mettre du vintage dans un espace, effectivement, qui est un espace qui n'est pas vintage, pour créer une singularité. Donc demain, comment créer une singularité en proposant autre chose? Ça peut être du vintage, ça peut être effectivement, on va montrer l'envers du décor, on va inviter une personne à venir fabriquer sur place. Donc on va créer autre chose qui n'est pas imitable. C'est ma mousse au chocolat avec des grumeaux. Elle n'est pas imitable parce que je suis la seule à l'avoir faite. Et c'est bien sûr obligatoire avec l'ADN de marque. Alors évidemment, avec l'ADN de marque, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de développer. Et donc, il ne faut plus être dans un monde marchand où on va pousser des produits, mais dans un monde marchand qui va aider les clients sur un parcours de vie. Ça, c'est aussi très important. Aujourd'hui, Blédina ne vend plus des petits pots. Blédina, c'est plus je vends des petits pots. Aujourd'hui, Blédina, c'est aider les parents à mieux nourrir leurs enfants. Ah oui, ça change tout. Ça veut dire que si Blédina, son objectif, c'est de mieux aider les parents à nourrir leur bébé, ça veut dire que Blédina va avoir un site internet avec un blog en donnant des conseils, va y mettre des recettes en disant vous ne pouvez pas nourrir uniquement vos enfants avec des petits pots, mais mettez-y des recettes. Elle va mettre en relation les parents avec d'autres parents qui vont les aider quand mon bébé régurgite. Elles vont mettre des touchpoints au niveau des téléphones pour qu'il y ait des conseillères des diététiciennes qui puissent conseiller les bébés. Et demain, que va faire Blédina? Que fait Blédina? Bien évidemment, elle pourra avoir son application. Pourquoi son application smartphone? Parce que les parents vont télécharger l'application smartphone parce qu'ils savent qu'ils ont une aide dans leur quotidien pour nourrir leur bébé. Si j'avais uniquement une application qui vendait des produits Blédina, alors je ne télécharge pas l'application. Si j'ai Blédina qui m'aide à nourrir mon bébé avec des recettes, avec des mises en relation avec des gens qui s'y connaissent, alors Blédina me vient indispensable. Et demain, que fera Blédina? Blédina, probablement, une fois que j'aurai mon application, je pourrai vendre d'autres produits concurrents. C'est moi qui aurai pris le lead ou d'autres produits complémentaires. Je deviens le référent et donc je pourrai transformer les autres en sous-traitants et ça m'évite moi-même d'être sous-traitant. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et là, on va pouvoir aussi recréer des choses. Pourquoi pas passer un coup de fil, quoi. Enfin, on voit encore qu'il y a des choses. Pourquoi pas appeler ses clients de temps en temps? Enfin, il y a des choses qui sont des choses de l'ancien monde qu'il va falloir aller rechercher pour ça. Et là, je pense qu'en fait, il faut aller rechercher d'autres choses qui sont vraiment ancrées dans le réel, ancrées dans le matériel, parce qu'on a un besoin du retour au matériel, et peut-être aussi organiser la relation avec le vendeur autour de cet espace matériel. Je parle énormément, je suis casse-pied. J'arrête de parler. Voilà, donc voilà, Leroy Merlin. Après, j'étais dans un Nespresso, c'était les experts de l'omnicanal, mais ils sont quand même ultra fluides, quoi. Je trouve qu'ils deviennent ultra fluides, ultra aseptisés, plus authentiques. Je ne suis pas sûre qu'on aille vers ça, quoi. Regardez les nouveaux concepts lancés par les jeunes, on va voir qu'on est sur toute autre chose. On met des grumeaux. Moi, j'aime bien dire, face aux autoroutes marchandes, mettez en place des routes transverses et laissez-y pousser les coquelicots, quoi. C'est-à-dire réinventer quelque chose de poétique face à la gloutonnerie du digital. Et ça marche. Ça marche, évidemment, si ça répond à un besoin client, dans tous les cas, quand même. Voilà, merci pour votre attention.